Là, je pense que cette deuxième mandature, cette deuxième présidence du président Trump sera totalement différente puisqu'il s'est extrêmement bien préparé en fait. Et d'après certaines sources, les think tanks républicains ont travaillé sur le casting avec 4000 noms qui seraient prêts à prendre des postes importants aussi bien dans l'administration fédérale que dans des administrations plus ou moins locales. C'est sa position, sa posture par rapport au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à la guerre entre Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Iran derrière, parce qu'il n'a jamais été très enclin à être tolérant vis-à-vis de l'Iran. Je rappelle que c'est en 2015, je crois, qu'il avait monté ces sanctions qui avaient étonné tout le monde à un moment où on pensait qu'on allait au contraire vers une détente avec l'Iran. L'intérêt de la France aujourd'hui, c'est de rétablir ses liens avec la Russie. C'est pas de la menacer d'une défaite qui n'arrivera jamais, parce que la victoire est déjà là, en réalité. Que les Européens et la France se sont alignés sur des objectifs stratégiques qui n'étaient pas les leurs en fait. Ils n'ont pas su définir les objectifs stratégiques. Donc on a épousé les objectifs stratégiques du gouvernement ukrainien, que l'on peut comprendre, hein, puisque c'était leur posture, mais c'est leurs objectifs stratégiques. Et de manière, on va dire, dérivée et collatérale, ceux des Américains, hein, qui relèvent d'une politique et d'une géopolitique beaucoup plus vaste et qui s'inscrit dans l'histoire des États-Unis et également des penseurs de géopolitique américains, notamment de Brzezinski. Un des centres de gravité russe qui est important pour le président Poutine, c'est l'acceptation sociétale de la guerre. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'impact sur la vie de la société russe et sur l'économie russe. Parce que l'économie russe, c'est très paradoxal. Le boost de l'économie russe, bien sûr, est lié à la guerre, mais l'économie manufacturière ne s'est pas non plus écroulée. Et on est presque dans un processus qui est comparable au boom de l'économie américaine au moment de la Deuxième Guerre mondiale. L'État profond américain, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom, ne voulait à aucun prix d'un rapprochement russe et de l'Union européenne en fait. Donc l'Ukraine c'était l'élément majeur pour couper le lien, détériorer le lien et imposer cette séparation dont on observe les effets aujourd'hui. Hein. Si la Russie s'est tournée vers la Chine, vers les BRICS, vers l'Iran, vers dit-on, la Corée du Nord, c'est un autre sujet, etc. C'est intéressant d'en parler. C'est pas par hasard. C'est parce que l'Europe, dont nous sommes, l'Europe occidentale, lui a tourné le dos de manière même presque insultante. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour Irina. C'est pas la première fois que vous êtes au Dialogue Franco-Russe. Je vous remercie d'être ensemble aujourd'hui. Hervé, vous êtes expert en gestion communication de crise, ancien colonel BSPP, breveté école de guerre. Jacques, colonel de l'armée française, conseiller en stratégie internationale, auteur du livre sur la guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie que vous avez présentée au Dialogue Franco-Russe il y a quelques mois à côté d'Alain Corvès. On va commencer par les élections américaines. Pour l'ensemble de journalistes en France, politiques, cette élection de Donald Trump est une tragédie, cauchemar, séisme. Toutes les notions, définitions les plus émouvantes ont été employées. Les pouvoirs fédéraux seront consolidés par Donald Trump, c'est-à-dire la Cour suprême et le Sénat d'ici dans 3 mois. Serait-il capable de changer l'ordre mondial, arrêter les guerres comme promis? Parce que plusieurs patriotes, son électorat, la population, notamment en France, attend. Ou on attend trop de miracles de cette élection? Comment vous voyez d'ailleurs cette élection? Bon, d'abord, on peut s'interroger sur le traitement qui a été fait par les médias en France de l'élection américaine, avec très ouvertement un parti pris pro-démocrate et anti-Trump, en méconnaissant foncièrement la situation en fait, de la société américaine
Bon, moi, je peux en parler puisque j'ai passé une quinzaine de jours aux États-Unis cet été, et pas dans les grandes villes. Hein. Je suis allé notamment dans le delta du Mississippi, qui est un des États les plus pauvres des États-Unis, voire le plus pauvre. Et lorsque l'on voit l'état de pauvreté de certaines villes et de certaines personnes, et en discutant de temps en temps avec les gens, on ne pouvait ne pas être étonné de ce qui s'est passé et d'avoir cette réaction du peuple américain qui s'est porté sur Trump, et notamment avec d'anciens électeurs démocrates, pour des raisons avant tout économiques, et également pour des raisons de migration incontrôlée. Et ça, on peut le remarquer dans les grandes villes, notamment que ce soit New York ou Chicago, l'immigration latinoise qui est incontrôlée. Alors, il y avait beaucoup de signaux faibles. Hein. Il suffisait d'aller sur les réseaux sociaux américains et voir sur les chaînes YouTube américaines pour voir que même dans les quartiers populaires de Philadelphie, qui est un bastion démocrate, on voyait que dans les supporters de Trump, il y avait des latinos, des blancs, et bien sûr des Noirs, ce qui était des Afro-Américains, comme on les appelle, ce qui était évidemment une sorte de révolution en fait, par rapport au vote de ces minorités. Alors maintenant, sur le plan de la politique internationale, donc on a quelques idées en regardant ce qui s'est passé entre 2016 et 2020 de la politique qui était conduite par le président Trump. Alors, à l'époque, il n'avait pas une équipe solide. Lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il a un petit peu découvert un univers qu'il ne connaissait pas, puisque c'est un homme d'affaires et avant tout un promoteur immobilier. Donc, il a subi pendant les 2 premières années une équipe qui lui avait été plus ou moins imposée par l'establishment républicain. Là, je pense que cette deuxième mandature, cette deuxième présidence du président Trump sera totalement différente, puisqu'il s'est extrêmement bien préparé, en fait. Et d'après certaines sources, les think tanks républicains ont travaillé sur le casting avec 4000 noms qui seraient prêts à prendre des postes importants, aussi bien dans l'administration fédérale que dans des administrations plus ou moins locales. Et on le voit très bien avec d'ailleurs la nomination de la chef de cabinet, puisqu'on dit que le président Trump, futur président, mais président élu Trump, est misogyne. C'est la première fois qu'une chef de cabinet femme sera nommée comme chef de cabinet de la présidence des États-Unis. Alors, sa politique internationale, eh bien, ça va être une politique qui va défendre les intérêts des États-Unis. D'ailleurs, c'est ce que faisait également le président Biden. Mais là, ce sera de manière, on va dire, différente, dans la mesure où il y aura un primat de l'économie par rapport à un primat, je pense, de la géopolitique. Hein, et il fera tout pour que les citoyens américains qui ont voté pour lui retrouvent une forme de sécurité économique et une forme de retour à une forme de richesse pour ces personnes qui sont confrontées à une inflation qui est assez importante aux États-Unis. Oui. Non, je souscris à tout ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il a dans un objectif qui est de créer ou de consolider, de développer une classe moyenne aux États-Unis, ce dont les démocrates se fichaient, à mon avis, éperdument. Ça, c'est pour la partie intérieure. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il va défendre avant tout les intérêts américains. Donc ça, c'est tant pis pour nous, à la limite, nous Français, nous Européens, entre guillemets, qui l'avons en plus ridiculisé, bafoué, enfin traité de tous les noms pendant des semaines et des mois de toute cette campagne, en fait. Hein. Au point d'ailleurs de vouloir absolument persuader nos concitoyens que l'élection était très juste et très sensible en termes, alors qu'il a fait un grand chelem, en fait. Hein. Alors ça, c'est la partie intérieure. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie internationale. Donc, et là, je pense qu'il vient d'ailleurs de dire des choses, à mon avis, importantes sur la guerre en Ukraine, la Russie, etc. J'ai vu qu'il allait ouvrir, je ne sais pas si c'est vrai, hein, une chaîne Instagram en russe. Telegram en russe. Telegram, pour communiquer en russe avec la population russe et de manière très, très transparente et en disant, voilà, je pense que ça c'est une très bonne chose. Je pense que cette guerre va pouvoir enfin trouver une issue, négocier. Je pense que les relations entre les deux hommes, les poids lourds que sont Poutine d'un côté et Trump de l'autre, vont quand même permettre
enfin de dénouer ce scénario. Alors reste le problème européen, bien sûr, hein, au milieu, cette Union européenne. Je disais, sous la plume de l'interview de mon camarade Christophe Gomard dans Valeurs Actuelles de cette semaine, un interview assez sidérant pour moi, où il parle finalement de créer une armée européenne qui serait l'OTAN débarrassée de la tutelle américaine. Bon, si on en est là, c'est grave, à mon avis, parce que c'est pas l'objet. Mais ça c'est le premier point positif, je dirais, c'est l'Est de l'Europe. À mon avis, ça va quand même débloquer les choses. Le deuxième aspect qui est peut-être plus inquiétant, c'est sa position, sa posture par rapport au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à la guerre entre Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Iran derrière, parce qu'il n'a jamais été très enclin à être tolérant vis-à-vis de l'Iran. Je rappelle que c'est en 2015, je crois, qu'il avait monté ces sanctions qui avaient étonné tout le monde à un moment où on pensait qu'on allait au contraire vers une détente avec l'Iran. Donc ça, c'est peut-être probablement un peu plus inquiétant. Alors est-ce qu'il a profité de ce deuxième mandat non fait, qui à mon avis lui a été volé, d'ailleurs maintenant je pense qu'on en a la confirmation, et qui lui a permis de prendre du recul, de mûrir certainement considérablement lui-même, indépendamment de ce que vous disiez, tout à fait justement sur son environnement et sur le poids de l'accompagnement qui va être le sien maintenant. Mais ça reste quand même pour moi une inquiétude. C'est quelle attitude va-t-il avoir vis-à-vis de ce Proche et Moyen-Orient qui a été complètement aussi l'objet de désinformations majeures et multiples, et donc de défauts d'appréciation, en particulier de notre part. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette inquiétude, mais cette inquiétude, paradoxalement, elle vient de notre faiblesse, de la faiblesse des Européens, et surtout de la faiblesse de la France, qui s'est complètement désaxée de son rôle initial et historique de puissance d'équilibre, et qui est devenu quasiment inaudible et sans aucune influence. On le voit sur des théâtres d'opération comme celui du Liban, où, entre guillemets, la conférence qui a été organisée par le président Macron, bon, je l'ai vu un petit peu comme l'organisation d'un gala de charité, je suis désolé, pour récupérer des fonds. Mais qu'est-ce qu'il en est ressorti sur le plan géopolitique et opérationnel? Rien. Le fait qu'il n'y ait plus de colonne vertébrale de la politique étrangère française, avec une sorte de en même temps qui est totalement illisible, aussi bien de la part des Européens que de la part des autres pays au plan international, notamment de l'ancienne sphère d'influence française, que ce soit en Afrique subsaharienne ou également au Proche-Orient. Oui, je suis complètement d'accord. Mais là, la France est même ridiculisée par des changements la politique française. Il n'y a plus de diplomatie française, en fait. C'est une girouette incessante, donc sans direction et sans axe. Donc on peut légitimement dérouter tous nos interlocuteurs, y compris les plus francophiles et les plus anciennement liés à la France. En particulier, on parlait du Liban. On peut parler de l'Afrique francophone aussi, bien sûr, qui est complètement déroutée et dont il ne faut pas exclure aussi toute cette mouvance sociétale qui est rejetée dans beaucoup de ces pays et qui nous a joué beaucoup de tours, en fait. Et c'est l'avantage d'ailleurs de la position russe, s'il faut parler de la position russe, qui, elle, rassure toutes ces populations en disant bon, on va quand même pas toucher aux équilibres fondamentaux de la famille, de la société, etc. Voilà, donc ça fait beaucoup pour nous. Ça fait un passif assez lourd. Et je me souviens de la visite du président Macron à Beyrouth au moment du drame, de l'explosion du port de Beyrouth, et une espèce de leçon de morale qu'il a faite à l'époque aux élites libanaises, voire aux menaces voilées de sanctions, de reprise en main, etc., il s'est couvert de ridicule. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Emmanuel Macron, justement, il y a 2 jours, même peut-être hier, a déclaré que l'intérêt de l'Europe est que la Russie ne gagne pas cette guerre.
Quels sont les intérêts français? Est-ce que finalement la France s'isole? Il sort ça du chapeau, je dirais, comme il avait sorti, il a fait des sorties de ce type régulièrement. Pourquoi dit-il ça? J'en sais absolument rien. Je ne sais Pourquoi pas. persister Je pense qu'il y a un peu d'aveuglement, il y a un peu d'entêtement, il y a un peu d'arrogance. Personnellement, il est vexé. En fait, cette guerre est perdue pour le régime ukrainien de M. Zelensky et ses alliés, à mon avis, mais ça fait des mois, voire même déjà presque des années qu'on peut le dire, parce que toutes les raisons objectives étaient sur la table. Il suffisait de vouloir le voir de manière impartiale, dégagée de toute émotivité, et c'est ce qui nous mène par le bout du nez. Aujourd'hui, on est dans des espèces de réactions émotives, etc. Alors, des grandes embrassades, mais en fait, il n'y a rien de sérieux derrière tout ça. Donc, c'est ça le drame, et je pense que bien entendu, l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est de rétablir ses liens avec la Russie. C'est pas de la menacer d'une défaite qui n'arrivera jamais, parce que la victoire est déjà là, en réalité. Alors, elle n'est pas simple à régler, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, en particulier, je pense, sur les futures délimitations territoriales, etc. Mais en réalité, voilà, la guerre est perdue pour je dis même pas pour l'Ukraine, parce que c'est terrible de dire ça, je dirais pour le régime de M. Zelensky, hein, qui a été porté à bout de bras par l'OTAN, par l'UE, d'ailleurs ce sont les deux faces d'une même pièce, hein, comme disait Stoltenberg tout à fait justement. Donc voilà, je pense qu'il n'a aucune raison de dire ça. À mon avis, c'est complètement déconnecté du réel. Ce qui a été le plus surprenant dans ce conflit aux portes de l'Europe, ça a été très rapidement que les Européens et la France se sont alliés sur des objectifs stratégiques qui n'étaient pas les leurs, en fait. Ils n'ont pas su définir les objectifs stratégiques. Donc on a épousé les objectifs stratégiques du gouvernement ukrainien, que l'on peut comprendre, hein, puisque c'était leur posture, mais c'est leurs objectifs stratégiques. Et de manière, on va dire, dérivée et collatérale, ceux des Américains. Hein, qui relèvent d'une politique et d'une géopolitique beaucoup plus vaste et qui s'inscrit dans l'histoire des États-Unis et également des penseurs de géopolitique américains, notamment de Brzezinski. Donc on a épousé sans grande réflexion cette position, sans se déterminer honnêtement et sans réfléchir aux intérêts des pays européens et notamment des pays moteurs de l'Europe et de la France. Donc on a épousé de manière benoîte et aveugle ces objectifs, et maintenant on est coincé parce que ces objectifs, d'une certaine manière, sont assez irréalistes sur le plan militaire. Hein, il est très peu probable, étant donné la situation militaire sur le front terrestre, je parle bien du front terrestre, que le gouvernement ukrainien, les forces ukrainiennes reconquièrent la presqu'île de Crimée, reconquièrent les parties qui ont été conquises par les forces russes. Et d'autant qu'actuellement, lorsqu'on observe de manière très, très générale la situation sur le front terrestre ukrainien, il y a une poussée constante des forces russes depuis environ la fin quasiment de la bataille de Bakhmout, hein, qui a été un leurre stratégique d'une certaine manière, hein, puisqu'elle a entraîné la défaite offensive de l'offensive d'été des Ukrainiens en 2023. Mais ensuite, il y a cette poussée constante des forces russes qui s'est accélérée, et avec un tournant majeur, ça a été la bataille d'Advitka. Et avec des outils qui, sur le plan tactique, mettent en défaut les tactiques défensives habituelles des forces ukrainiennes, qui étaient de se fortifier dans les immeubles bétonnés de grande hauteur, dans les villes, donc les immeubles les plus hauts, et également les infrastructures industrielles. Et cet outil-là, ce sont les bombes planantes qui sont utilisées par l'aviation russe, qui en fait ont un effet dévastateur, ce qui explique pourquoi, d'une certaine manière, les forces ukrainiennes ont changé de tactique et sont plutôt en freinage, hein, plutôt qu'en défense ferme, comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Alors, sachant qu'en plus, si on parle de centre de gravité stratégique des belligérants directs, que ce soit les Russes et les Ukrainiens, il y a un centre de gravité ukrainien qui est très attaqué depuis le début
de la guerre, et ça s'est accentué avec l'échec de l'offensive d'été de 2023, c'est les effectifs mobilisés et mobilisables. Et ce centre de gravité, de manière collatérale, il atteint le moral de la population ukrainienne. Donc, énormément de personnes en Ukraine, il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou même en lisant la presse, ouais. La presse ukrainienne, il y a des questions qui se posent, hein, de savoir cette guerre, pour le Donbass, ils savent pertinemment tous que ce sont des populations qui sont avant tout russophones et qui ont fait sécession quand même depuis 2014, à quoi elle sert et comment, pour cette population et ce pays, se projeter dans un avenir autre que la guerre. Alors il est très probable que cet avenir, même si c'est pas à notre avantage, se situe à terme peut-être dans un rapprochement avec l'Union européenne, mais en tous les cas, on ne peut pas avoir pour projet national vis-à-vis de son peuple une guerre qui, d'une certaine manière, est nihiliste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une impasse. C'est une impasse parce que la disproportion des forces de part et d'autre est énorme. Et elle épuise, je dirais, la population ukrainienne elle-même dans sa jeunesse, et dans sa moins jeunesse d'ailleurs, mais ça c'est un drame absolu, parce que la démographie joue contre ce pays, et contre ses forces armées, et contre sa stratégie, et voilà, donc on est dans une guerre qui ne sert à rien. Donc pourquoi et comment? C'est les deux questions qu'il aurait fallu poser au départ, et c'était pas notre guerre à mon avis, et on s'est embringué là-dedans, et maintenant il faut essayer de trouver une porte de sortie honorable, mais c'est pas avec ce genre de déclaration. Alors si on revient sur Trump, d'ailleurs c'est amusant de voir comme toutes ces personnes ont félicité Trump avec enthousiasme, de Madame von der Leyen, Monsieur Rutte, en passant par évidemment Emmanuel Macron, etc. Comme s'il fallait le retenir par la veste, avant qu'il ne précipite un certain nombre de choses à l'Est, qui, à mon avis, vont arriver inéluctablement, et dont on peut se féliciter quand même. Vous parlez des objectifs en Europe, français, ukrainiens. Les objectifs russes de cette opération spéciale de la guerre en Ukraine ont changé ou pas depuis tout début, et surtout avec l'administration de Trump? Quelles conditions vont peser finalement dans les négociations? Et aussi, dans la même question, vous parlez de décès dans votre livre notamment. Est-ce que c'est maintenant un enjeu important? Il est toujours difficile d'imaginer des objectifs dans la tête de l'autre. Des objectifs en plus qui, sur le plan stratégique, l'intérêt c'est justement de les cacher en fait. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que sur la première phase de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, il y avait à peu près 150 000 hommes qui sont rentrés en Ukraine. Donc avec cet effectif-là, il est clair qu'il n'y avait pas pour ambition d'envahir l'Ukraine. Donc il y avait certainement des objectifs qui étaient autres. Alors beaucoup de personnes ont spéculé dessus. En tous les cas, à l'issue du retrait de Kherson, qui est vraiment la bascule fondamentale, à mon avis, de cette guerre, avec le retrait des 20 000 Russes qui se retrouvaient sur la rive ouest du Dniepr, à hauteur de Kherson, on est passé dans une autre stratégie avec la mobilisation partielle qui a été décrétée en Russie. Et là, les Russes sont passés sur une stratégie d'attrition avec très clairement l'objectif de conquérir, puisque c'est annoncé, les oblasts qui ont été annexés par la Russie. Alors, en l'état, on ne sait pas s'ils vont réussir à atteindre cet objectif. En tous les cas, ce que l'on peut constater, comme on l'a dit précédemment, c'est qu'il y a un momentum, un élan des forces russes général sur tout le front, et qui se fait de manière très très prudente, dans la mesure où je pense qu'ils cherchent à minimiser absolument les pertes, hein, puisque il y a une forme un des centres de gravité russe, pour en revenir au centre de gravité, j'ai parlé du centre de gravité ukrainien, un des centres de gravité russe qui est important pour le président Poutine, c'est l'acceptation sociétale de la guerre. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'impact sur la vie de la société russe et sur l'économie russe, et que bien sûr il y a des pertes, hein, puisqu'on arrive quand même à les comptabiliser, qui sont quand même importantes, qui sont supérieures en tout cas à la guerre d'Afghanistan, pardon, mais on voit que d'une certaine manière, la société russe accepte, pour des raisons patriotiques,
pour des raisons également d'intérêt, puisque les soldats ont accès à des primes qui sont un petit peu hors normes au regard du revenu moyen de la société russe. Et j'ai échangé dernièrement avec un ami qui habite dans l'Oural et qui s'occupe justement d'un site de géopolitique qui est assez intéressant, je vais faire un petit peu de publicité, qui s'appelle Terabellum. Et lui, il a cette vue de la société russe dans une ville d'Oural qui est industrielle. Et il me disait que, bien sûr, il y a des morts, mais pour les populations des petits villages, les classes populaires, c'est une opportunité, c'est devenu une sorte d'opportunité. Et qu'il voyait dans la ville les industries se développer, les industries qui étaient liées au complexe militaro-industriel, notamment tout ce qui est fabrication de drones. Et il me disait, c'était très intéressant parce que c'est quelqu'un de jeune mais qui a une vision qui est assez claire et assez mature, il me disait, le sujet qui m'interroge, moi, c'est la société russe après la guerre. Comment elle va gérer l'après-guerre avec... ces mobilisés, hein, ou c'est pas des mobilisés, ce sont ces volontaires qui vont revenir, qui vont être par contre quitter l'armée, et comment elle va gérer cet apport de main-d'œuvre avec des personnes qui ont eu une expérience particulière, qui est celle de la guerre, et comment elle va gérer ce retour de ces personnes, comment elle va les réintégrer dans une société qui ne sera plus, on va dire, boostée d'une certaine manière par la guerre. Puisque l'économie russe, c'est très paradoxal, le boost de l'économie russe, bien sûr, est lié à la guerre, mais l'économie manufacturière ne s'est pas non plus écroulée. Et on est presque dans un processus qui est comparable au boom de l'économie américaine au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, ça a été une grande inquiétude pour les États-Unis, la fin de la guerre, comment gérer cette fin de guerre. Rien à rajouter. Rien à rajouter, donc c'est très clair. Je pense qu'il y a aussi, vous parliez des démobilisés, ceux qui seront en bonne santé, en tout cas apparemment, et puis il y a les blessés. Et les blessés, c'est aussi un problème à gérer pour toute une société, parce que c'est pour la vie. Hein. Plus post-traumatisme, guerre, ça c'est... Oui, post-traumatique aussi, mais les blessés physiques d'abord, les gens qui sont amputés, etc., qui ont souffert dans leur chair, et puis ceux qui ont aussi, effectivement, après des troubles psychiques qui existaient probablement au siècle dernier à l'issue de la Grande Guerre, mais dont on ne parlait pas, et dont on parle maintenant beaucoup. Mais ça sont des vrais sujets. C'est vrai aussi du côté ukrainien, hein, bien sûr. Je vais quand même revenir à cette question d'Odessa, puisque vous en parlez dans votre livre, Jacques. Odessa, ville russe, ukrainienne, Odessa, européenne. oui, c'est une ville russe, c'est pas contestable. Alors après, c'est un vrai sujet, et ça voilà un sujet... C'est le sujet actuel. Oui, c'est un sujet qui est posé. Maintenant, je ne sais pas dans quelles conditions il sera réglé. Ce que je vois, c'est qu'il faut regarder ça, à mon avis, de manière un peu plus large, parce que il y a la Moldavie, il y a la Transnistrie, il y a tous ces facteurs de... J'ai cru entendre que la Moldavie était prête à trouver un accord avec la Roumanie sur les ports, etc. Tout ça, c'est des choses, à mon avis, extrêmement sensibles et qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, regarder les tendances. Mais d'un côté, je pense qu'il y a quand même une tendance... Il y a une victoire militaire, qu'on le veuille ou non, qui était inéluctable, à mon avis, depuis le départ, avec toutes les errances, les difficultés, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la posture initiale, quel était le but stratégique, qui a changé en cours d'action, c'est évident, etc. Mais donc, quelle est maintenant l'idée du président Poutine là-dessus? Il a forcément une idée, hein. Et il va être en posture d'être celui qui est quand même le mieux placé pour dicter ces conditions. Donc, et surtout avec l'arrivée, à mon avis, d'un Trump aux États-Unis qui a quand même un certain poids sur l'OTAN, avant que, comme le souhaite le général Gomard, l'Union européenne s'affranchisse de l'OTAN pour former une armée européenne que je mets entre guillemets, hein. On n'en est pas là. Hein. Donc tout ça va se régler dans les mois qui viennent. Mais je ne sais pas. Odessa, je ne sais pas ce qu'en pense mon voisin, mais Odessa, c'est un vrai sujet, bien sûr. Ouais, je vais encore en revenir à cette notion de centre de gravité entre les deux belligérants.
À partir d'Odessa, les Ukrainiens ont mené une campagne de guerre navale et de guerre qui était orientée vers des frappes en Crimée, qui touchait un des centres de gravité russes et qui les gênait beaucoup, c'était la presqu'île de Crimée, et puis la flotte de la mer Noire qui a été obligée de se déplacer à Novosibirsk, Novorossiysk, j'ai du mal toujours Novorossiysk, à prononcer ce nom. Et donc il y avait une forme de pression qui était donnée à partir d'Odessa, et victorieuse, il ne faut pas se leurrer, puisque la flotte russe a été obligée quand même de changer de port, à partir d'Odessa. Ce que l'on peut remarquer depuis plusieurs mois, suite d'ailleurs aux dommages collatéraux qui a eu lieu sur une plage d'Odessa avec un missile ATACMS et à l'avertissement qu'ont donné les Russes aux États-Unis, que cette campagne en mer Noire et sur la presqu'île de Crimée s'est beaucoup atténuée. Oui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et le point de focal de cette campagne, c'était bien sûr Odessa. Et on voit que derrière le fait d'utiliser des vecteurs à partir de la région d'Odessa, c'est également possiblement en fait contre-productif si jamais il y avait, alors on n'en est pas là, un effondrement général des forces ukrainiennes sur le front, avec une poussée irrémédiable des Russes, telle que, par exemple, on pourrait la comparer à la poussée des forces alliées en 1918 avec l'effondrement des forces allemandes. On n'en est pas là, mais on voit très bien qu'Odessa peut devenir le cœur, en fait, de la négociation de cette fin de guerre, parce qu'une Ukraine viable économiquement, je dis bien, avec ce port en eau profonde, ne peut s'imaginer qu'avec la conservation du port d'Odessa. Vous dénoncez la responsabilité, la présence des forces anglo-saxonnes. Là, on le sait très bien, cette responsabilité pendant les négociations à Istanbul, on ne va pas y revenir parce qu'on en parle souvent. Quels sont les intérêts économiques anglo-saxons réels dans la région, en Ukraine? Moi, je vais laisser après mon camarade répondre. Moi, ce que je pense, c'est que les États-Unis, l'État profond américain, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom, ne voulait à aucun prix d'un rapprochement russe et de l'Union européenne, en fait. Donc l'Ukraine, c'était l'élément majeur pour couper le lien, détériorer le lien et imposer cette séparation dont on observe les effets aujourd'hui. Si la Russie s'est tournée vers la Chine, vers les BRICS, vers l'Iran, vers, dit-on, la Corée du Nord, c'est un autre sujet, etc. C'est intéressant d'en parler. C'est pas par hasard. C'est parce que l'Europe, dont nous sommes, l'Europe occidentale, lui a tourné le dos de manière même presque insultante à plusieurs reprises. Donc, je pense que l'objectif stratégique des Américains, c'était de casser l'Europe, en fait. Et ils y sont arrivés. Et non seulement de casser l'Europe entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, mais de fracturer l'Europe en elle-même. Quand on voit aujourd'hui les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, les Britanniques qui avaient quitté, profitant du Brexit. Les Britanniques sont les proxys américains. Et sont un peu font le sale travail sur le terrain. Donc ça, c'est pas nouveau. On l'a vu avant dans les Balkans. On l'a vu aussi en Afrique. Donc voilà, je pense que ça, c'est quand même la toile de fond. Et l'Europe a été incapable, parce qu'il n'y a pas d'Europe en fait. L'Union européenne n'existe pas, elle existe virtuellement, mais il n'y a pas d'Europe. Les intérêts sont trop divergents. Voilà. Donc, on va revenir à cette question de l'Europe, justement, en ce qui concerne les intérêts économiques de la Grande-Bretagne, notamment. Hervé. La Grande-Bretagne, oui. Les intérêts économiques, elle est en dehors de l'Europe, de la structure de l'Union européenne, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, en ce moment, elle est confrontée à un sujet qui est majeur et qui est lié, d'une certaine manière, aux sanctions. C'est en fait le renchérissement de l'énergie. Et lorsque l'on voit le prix de l'électricité en Grande-Bretagne,
il y a des soucis qui sont assez prégnants dans la société britannique et pour les gouvernants britanniques, c'est quid de l'industrie britannique. Alors, je crois que sur le prix de l'énergie, ils sont en tête, hein, de toute façon, lorsqu'on regarde les pays de la sphère européenne. Hein, mais ce prix de l'électricité et ce coût de l'énergie touche également... C'est central. Hein. C'est central. C'est central. Et touche surtout l'Allemagne, dont l'essor économique, il faut pas oublier qu'avant qu'il y ait cette politique de développement énergétique avec la Russie, l'Allemagne était en déficit et la France était en excellent budgétaire. Et c'est cette politique d'ouverture vers l'Est, avec bien sûr l'utilisation de la main-d'œuvre à bas prix des ex-pays satellites de l'Union soviétique, mais également en développant des marchés et des relations économiques avec la Russie, que l'Allemagne a eu ce miracle économique, qui est basé sur le gaz russe, ce gaz à bas prix, sur des contrats de longue durée. Depuis que, de manière assez... on en revient toujours pareil, hein, c'est les objectifs stratégiques. Hein. Quels sont les objectifs stratégiques des Européens? Non, ils n'ont jamais été déterminés. Parce que s'ils avaient réfléchi en termes d'intérêt, l'intérêt de l'Europe, c'était que dès que le conflit était déclenché, c'était que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et on s'aperçoit que même les termes d'une paix négociée à ce moment-là, dès février 2022, puisqu'il y a eu déjà les premières négociations au bout de 3 ou 4 jours, eh bien, auraient été beaucoup moins cruelles et dures pour le gouvernement ukrainien actuel et pour l'intégrité territoriale de l'État ukrainien. Et encore plus pour l'Europe, puisque les sanctions, bon, maintenant tout le monde en convient. Alors les premières personnes qui ont alerté là-dessus, que ce soit des économistes réputés comme Jacques Sapir, ont été traités de pro-russes. Mais le problème, c'est pas d'être pro-russe ou anti-russe ou pro-américain ou anti-américain. C'est de voir la situation telle qu'elle est et comment elle se négocie au plan économique. Actuellement, le chancelier Scholz n'a plus de majorité, il est en difficulté, donc je pense que d'ici quelques semaines, il ne sera plus à ce poste-là. C'est lié à quoi? C'est lié au marasme économique. À la chute de l'économie allemande, oui. Chute de l'économie allemande, qui est une économie industrielle, patente, ouais. Basée sur essentiellement beaucoup de pétrochimie, hein, donc des industries qui ont quitté la France d'ailleurs, et la pétrochimie utilise beaucoup de gaz, pas uniquement en termes d'énergie, mais également en termes de matières premières. Hein. Et donc, cette économie-là est en train de dépérir de manière très, très rapide, et la population allemande le voit. C'est pour ça que les Allemands, entre guillemets, sont tous favorables de manière majoritaire à l'arrêt de la guerre, parce qu'ils ressentent, eux, dans leur société, les résultats des sanctions. Et les sanctions, ce sont des sanctions qui ont plus sanctionné les sanctionneurs que le sanctionné. Le boomerang des sanctions. Vous parlez de l'Europe. Finalement, on a 2 Europes. On a donc d'un côté les pays comme Hongrie ou Slovaquie, dont les leaders soutiennent Trump. D'un côté, veulent négocier avec les Russes, n'ont pas peur d'aller voir les Russes. Il y a donc la France et l'Allemagne qui dépensent l'argent. Il y a des milliards encore récemment, 3 milliards. La France a envoyé en Ukraine. On a en plus les pays baltes qui sont les plus hostiles à la Russie. Donc les intérêts, comme vous dites, certes, sont très, très divergents. Quel est le futur de cette Europe, finalement? Et alors, c'est une refondation complète, à mon avis, parce que je pense que l'Union européenne telle qu'elle est et telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'a pas d'avenir. Je pense qu'elle est condamnée. Et la guerre en Ukraine y aura été, à mon avis, fatale. Je le pense comme je le pense de l'OTAN, hein. Quitte à choquer. Mais en fait, nous n'avons pas pris parti. Nous avons pris parti dans cette guerre alors qu'il ne fallait pas prendre parti, mais qu'il fallait surtout prendre parti pour nos propres intérêts. Et l'axe principal des intérêts français, pour ce qui nous concerne, n'a jamais été pris en compte. L'axe principal des intérêts de l'Union européenne, si tant est que l'Union européenne représente vraiment un ensemble uni, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, n'a jamais été pris en compte. Et au fond,
contre l'intérêt de nos populations, et l'exemple de l'économie allemande et des problèmes qu'il y a aujourd'hui en Grande-Bretagne le sont aussi, mais ça nous touche aussi de plein fouet, hein, à mon avis. On a donc, contre les intérêts de nos populations, une classe politique, comment dirais-je, dans sa sphère à elle, purement idéologique, a pris position sur des motifs émotionnels, sur des motifs moraux, entre guillemets, hein, j'entends bien, et qui nous amène à une situation aujourd'hui qui est celle-là. Et je pense que les peuples commencent à s'en rendre compte. Alors, ce qui se passe en Hongrie et en Slovaquie, des pays que je connais bien, je pense que d'abord les élites sont plus conscientes des choses, plus mûres. Moi, je tire mon chapeau à Orban et à Fico, qui ont le courage de regarder la situation, non pas par rapport aux diktats de Mme von der Leyen à Bruxelles, mais par rapport aux intérêts réels de leur population. Bon, et donc, alors bien sûr, ils sont très attaqués, ils sont victimes d'une opération majeure de décrédibilisation, de désinformation de la part de nos médias, hein, comme Trump l'a été pendant les dernières années. Comme Poutine l'est de manière en permanence, etc. Mais il va bien falloir qu'on sorte de ça. Parce que tant qu'on est dans ce jeu pervers, il n'y a pas de lueur d'espérance, hein, au bout du tunnel. Hein. Moi, je pense que certains, je crois que c'est Philippe de Villiers, disait que le président Macron ne terminera pas son mandat actuel. Enfin, on disait déjà ça au mandat précédent. Bon, il est toujours là, et il a été reconduit dans des conditions d'ailleurs un peu quand même sidérantes d'un simple point de vue de la démocratie, hein, en tant que idéal politique entre guillemets. Donc, moi, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, mais l'Union européenne, à mon avis, elle est morte. Elle joue sa survie. Le raidissement de Mme von der Leyen, adossée à Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, pour moi, c'est un signe très fort. Alors, ils sont les premiers à les féliciter, Trump, mais ils sont les plus inquiets, évidemment, de cette réélection. C'est évident. Donc là, on vit une période passionnante, parce que simplement, j'espère qu'elle sera orientée vers une sortie de crise, une sortie de guerre, parce que c'est indispensable. On a assisté à une hécatombe qu'on aurait dû éviter, et la responsabilité en particulier des Européens, et quand je mets les Européens, je mets les Britanniques dans le coup également, bien sûr, et les Américains, est écrasante, parce que nous occidentaux, avons provoqué cette guerre. Alors, on l'a pas déclenchée, mais on l'a provoquée. Ça, c'est à mon avis, à moi. Voilà. Concernant l'Union européenne, en fait, l'avenir peut se voir de manière un petit peu binaire. Il y a des fédéralistes et ceux qui veulent un retour à l'Europe des nations. Donc c'est ce courant avec Orban, tous ces rares dirigeants. Hein. La dirigeante italienne, Meloni, est aussi un peu là-dessus, mais elle est beaucoup plus mesurée parce qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Mais et on voit au Parlement européen l'affrontement idéologique ou politique qui se fait là-dessus. Est-ce que ce retour à l'Europe des nations est possible? En l'état, il faudrait que les structures européennes telles qu'elles ont été pensées, notamment ce pouvoir démesuré de la Commission européenne, qui outrepasse d'ailleurs ses prérogatives telles qu'elles sont définies par les textes européens, soit modifié en fait. Que ce soit uniquement ce que cet organe était au départ, c'est-à-dire en fait un organe d'administration du fonctionnement de l'Europe avec toute la partie administrative, financière, ainsi de suite, et pas du tout une pseudo-présidence de l'Union européenne. Et c'est là où on peut quand même être assez accusatoire vis-à-vis des dirigeants européens qui ont laissé à Mme von der Leyen prendre cette position, alors qu'elle va à l'encontre de tous les textes européens. Alors, les fédéralistes, si jamais on allait vers une Europe fédérale, il faudrait que l'on ait dans ce cas-là un système très comparable à celui des États-Unis, même si les gens ne parlent pas la même langue, avec un Sénat, une Chambre des représentants et des contre-pouvoirs. C'est le seul système qui pourrait amener à une Europe fédérale avec vraiment un ressort démocratique. Parce que le problème actuellement, c'est que le pouvoir
important de la Commission européenne ne repose pas sur un vote direct des citoyens européens ou via leurs représentants, et que le Parlement européen a des prérogatives qui sont tellement faibles que c'est quasiment un Parlement croupion. Donc ce n'est pas un vrai Parlement. Ensuite, concernant l'Europe des nations. Alors c'est une vision qui est un petit peu antérieure à cette structure européenne. Il faudrait qu'il y ait une force politique suffisante pour déconstruire, pour ramener une forme d'équilibre entre les nations au sein de l'Union européenne. Parce que de fait, quand on regarde la structure actuelle de la Commission européenne, notamment les derniers commissaires à la défense qui n'est pas une prérogative européenne, et également la commissaire aux affaires étrangères, qui n'est pas non plus au départ une prérogative européenne, puisque la politique étrangère, c'est avant tout une affaire de souveraineté. Ce sont 2 pays baltes qui ont récupéré ces fonctions. Or, les pays baltes, de manière historique, bon, ça peut se comprendre, ont une dent assez dure vis-à-vis de l'ex-puissance occupante, la Russie. Et on voit que ces micro-États se trouvent dans des positions où ils peuvent s'agiter de manière un petit peu agressive vis-à-vis d'une puissance européenne, même si, ou eurasiatique, qui est la Russie, sans que pour autant ils aient une légitimité à le faire. Les grands pays de l'Union européenne, historiques, c'est l'Allemagne, la France et l'Italie. Tous les autres, après, sont arrivés de manière un peu plus diffuse. Alors, je mets de côté le Benelux parce que ce sont des pays à part, mais les grandes puissances européennes sont ces 3 pays, avec des tendances centrifuges. L'Allemagne est plutôt tournée vers l'Est, l'Italie et la France sont plutôt tournées vers le monde méditerranéen. Mais c'est ça, c'est cette structure-là. Et on voit très bien qu'à partir de là, de facto, les intérêts de ces pays, de ces 3 grands pays, ne sont pas forcément les mêmes. Peut-on s'attendre à la réforme de l'OTAN? Vous vous souvenez, il y a à peu près 3 ans, c'est Emmanuel Macron, je crois, qui a dit que voilà, on vit la mort cérébrale de l'OTAN. Après, apparemment, il semble-t-il que la guerre en Ukraine a revivé l'OTAN. Et là, qu'est-ce que... Je vous dis, ça rejoint exactement ce que vous venez de dire. En fait, il y a 2 options. Soit l'OTAN disparaît parce que tout simplement la puissance américaine, qui en est la puissance tutélaire, historique, je rappelle que Trump avait dit à l'époque que l'OTAN était obsolète, hein, pour reprendre son terme exact. Donc, on va voir l'attitude de Trump vis-à-vis de l'OTAN. Alors, entre-temps, il a dit oui, mais il faut que tout le monde paye son écho, il n'y a pas besoin que ce soit l'Amérique qui paye, etc. Il y a l'affaire des 2,5 ou 3% de PIB, etc., par pays et autres. Mais ça c'est, à mon avis, un peu artificiel. Et au fond, le côté fédéraliste que vous évoquiez et dont on voit bien la tendance, qui cherche à pousser maximum avec justement cette commission des affaires étrangères, bientôt cette commission de la défense, parce que la sous-commission de la défense appartenant aux affaires étrangères veut devenir une commission à part entière, etc. Donc on voit bien qu'il y a une tendance fédéraliste. Et alors là, je vous dis, c'est dans Valeurs Actuelles de cette semaine, Christophe Gomard le dit clairement, il faut simplement se débarrasser des États-Unis et que l'OTAN en Europe devienne l'armature de la défense européenne. Bon, c'est ça le véritable sujet aujourd'hui. Il y a des gens qui vont se battre pour ça, qui commencent déjà à se battre pour ça. Et on voit bien la tendance des politiques aujourd'hui, pour ne pas perdre la face dans cette affaire de guerre en Ukraine, commencer à dire il faut absolument qu'on... Seulement, c'est à mon avis bien joli, mais on a d'énormes problèmes économiques et financiers à résoudre. On a d'énormes problèmes stratégiques. On n'a pas de stratégie commune à mettre en place. Donc l'Europe politique, elle est loin d'être faite. Alors, je sais qu'on a créé l'euro avant que l'Europe politique ne soit faite, mais on voit aussi où on en est un peu de ce côté-là. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à monter une espèce d'armée européenne sur les restes de l'OTAN en Europe, encore une fois, pour une simple satisfaction intellectuelle et politique. Hein. Donc je suis très sceptique là-dessus. Je pense que
Il y a un discours et puis il y a des réalités. Et les réalités vont s'imposer à un moment donné, forcément. Alors, le président Trump, lors de sa première mandature, avait eu dans l'idée justement de dissoudre l'OTAN, toujours avec cette approche managériale et du monde des affaires. Ça nous coûte, ça nous rapporte rien. Ça ne sert à rien, oui. Ça ne sert à rien. Donc il y avait, disons, le Pentagone qui était plutôt favorable à cette approche-là, mais par contre, le département d'État y était totalement opposé. Et il a expliqué au président Trump que c'était un organe d'influence qui était énorme, et surtout qui permettait également de créer des marchés pour le complexe militaro-industriel américain. Donc l'OTAN, c'est un peu un artefact de l'histoire qui aurait dû disparaître avec la fin de l'affrontement de l'opposition Est-Ouest, ouais. Puisque bon, le pacte de Varsovie s'est délité. D'ailleurs, le pacte de Varsovie était postérieur à la création de l'OTAN. Mais ça, c'est un autre sujet sur le plan historique. Donc cet organisme s'est cherché une raison d'être. Donc cette raison d'être, ça a été des opérations auxquelles vous avez participé. Alors des opérations qui, sur le plan géopolitique, encore si on réfléchit aux intérêts qui ont été défendus dans ces opérations, ce n'étaient pas des intérêts européens. On est dans la géopolitique des États-Unis, en fait. Donc, d'une certaine manière, l'OTAN et les forces qui font partie de l'OTAN, du commandement intégré, sont des formes de forces supplétives qui peuvent être engagées par les États-Unis sur des opérations qui les intéressent avant tout au premier chef sur le plan géopolitique. Ça a été le cas de la Deuxième Guerre en Irak, ça a été également le cas lors de la guerre en Afghanistan, hein, puisqu'on est sur vraiment des enjeux qui sont des enjeux de géopolitique états-unienne. Il ne faut pas oublier que les grands penseurs de la géopolitique américaine se sont énormément inspirés du fonctionnement de l'Empire romain pour construire en fait l'influence américaine, et l'Empire romain reposait avant tout sur ses légions. Et lorsqu'on regarde le dispositif militaire américain dans le monde, toute proportion gardée évidemment avec le décalage de l'histoire, on est sur un dispositif qui est quasiment comparable, avec des bases qui sont disséminées comme il y avait les bases des légions romaines à l'époque, et cette capacité d'intervention mondiale, qui sont les seuls à avoir, hein, avec différents dispositifs, et notamment les Marines, qui est une force totalement interarmée et qui est toujours en mer en fait. Les Marines sont toujours en mer. Il y a toujours des unités de Marines qui sont en mer, prêts à intervenir et qui sont liées aux grandes flottes américaines. Donc, ils ont cette capacité-là. Et le paradigme de l'Empire américain alors, on dit que c'est une thalassocratie. Les États-Unis, c'est surtout, en fait, le modèle romain qui s'applique sur le plan militaire pour les États-Unis. Donc, je ne vois pas l'OTAN être laissé aux Européens par les Américains. Ça me paraît très improbable. Pour reprendre le slogan de Donald Trump qui dit « Make America Great Again », on peut franciser en fait et dire « Rendons à la France sa grandeur ». Finalement, le slogan de souverainiste peut-être. Finalement, cette élection américaine peut-elle encourager les souverainistes français à reprendre un petit peu en main cette stratégie française ? Alors d'abord, le « Make America Great Again », c'est avant tout orienté vers l'économie. C'est que l'économie est redévelopper cette puissance. Alors, sur le plan économique, la croissance américaine est quand même importante, hein. Mais le problème, après, il y a cette croissance américaine ne touche pas toute la population américaine et toutes n'en bénéficient pas. Donc, ramener notamment l'industrie, bon, ils sont en train de le faire, hein, puisque le président Biden, puisqu'on dit que Trump est peut-être plus défavorable aux Européens que le président Biden, mais c'est faux, puisqu'il a fait sa loi IRA, hein, qui est une forme de protectionnisme autour de l'économie verte pour protéger l'industrie innovante verte américaine. Ça a été voté, hein, et donc on est toujours dans ce sujet de protection en fait des intérêts économiques américains et de croissance économique. Alors, je pense que le point de départ de tout, c'est quand même l'économie. Hein, on parle souvent de guerre, d'affrontements, ainsi de suite, mais on voit que lorsque les pays s'effondrent au plan géopolitique, au plan historique, c'est parce qu'à un moment donné,
il n'y a plus tout simplement l'économie ou d'argent suffisante pour assurer une stratégie qui n'a plus les moyens pour atteindre ses objectifs. Et il est clair qu'en France, le premier sujet, c'est l'économie. C'est redévelopper l'économie et s'axer avant tout là-dessus. Et après, éventuellement, même au plan européen, les pays pourront avoir des ambitions, on va dire, politiques ou géostratégiques, mais à partir du moment où vous avez une économie qui est affaiblie, comment voulez-vous développer une stratégie? Le problème de la France aujourd'hui, c'est sa réindustrialisation. Et puis l'agriculture aussi, qui était sa force autrefois et qui est aujourd'hui en miettes. Hein. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Reconstruisons notre économie, reprenons en main notre économie, récupérons ce qui a été bradé et vendu, etc. etc. Mais c'est la première chose à faire, bien sûr. Tout en programme. Comme instrument de puissance, oui. Tout un programme, oui. Merci Jacques Hogar, merci Hervé Carrès de maintenir le dialogue franco-russe. Merci. Merci de nous avoir invités.